Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce matin, ce lundi matin, donc pour notre présentation annuelle. C'est la 9e enquête du Cercle de l'épargne, réalisée avec Amphithéa et en partenariat avec AG2R La Mondiale. Donc après deux présentations essentiellement en visio, en ligne, nous reprenons notre habitude de faire cette présentation au Café des Éditeurs. Ça fait depuis 2015 que nous venons ici réaliser donc cette présentation et nous sommes très heureux évidemment de revenir à cette tradition. Je tiens à remercier pour leur présence Bruno Angle, directeur général délégué d'AG2R La Mondiale, et André Renaudin, directeur général d'AG2R La Mondiale. Je tiens également donc à remercier Yvan Stolarczuk, le directeur d'Amphithéa, donc pour sa présence et qui fera une introduction tout à l'heure pour présenter l'association Amphithéa. Je tiens évidemment à présenter Jérôme Jaffray, avec qui nous réalisons depuis de nombreuses années cette enquête, qui est membre du conseil scientifique du Cercle de l'épargne. Donc cette enquête 2022 qui a été réalisée dans un contexte évidemment très particulier, après 2 ans de crise sanitaire, et au moment où l'inflation ressurgit, et donc érode le pouvoir d'achat des Français, et également pose la question de la protection de l'épargne. Il nous est apparu important de poser des questions sur la rentabilité, sur le risque en matière d'épargne, et puis évidemment nous sommes à 15 jours, moins de 15 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Jérôme Jaffray est un éminent spécialiste des sondages en matière électorale, donc nous avons testé donc plusieurs propositions de candidats au niveau de l'épargne et au niveau de la retraite. Et donc nous vous indiquerons ce que pensent ou quelles sont les opinions des Français en matière de plusieurs sujets comme les droits de succession, comme le report de l'âge légal de départ à la retraite. Donc voilà, nous avons énormément de réponses à apporter sur le sujet. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Yvan. Merci Philippe. Alors comme Philippe vient de nous l'indiquer, quelques mots pour présenter Amphithéa. Amphithéa est une association d'assurés, une association d'assurés qui a été créée en 1974 et qui a bientôt fêté donc ses 50 ans, qui compte 450 000 adhérents présents en métropole et en outre-mer, et qui a une particularité, c'est de s'appuyer également sur un réseau de correspondants régionaux qui sont présents à nos côtés très régulièrement pour travailler à l'amélioration des produits, des services et de la qualité de service proposés par AG2R La Mondiale, leur assureur. Alors notre vocation première, c'est évidemment de souscrire les meilleurs contrats qu'on trouve chez AG2R La Mondiale en matière de retraite, d'épargne, d'assurance vie, de santé, de prévoyance, et de concourir également à l'amélioration des prestations et du service apporté, ainsi que les tarifs que l'on peut négocier. Nous avons également d'autre part une vocation, c'est celle de communiquer, de former, d'informer sur les thématiques de protection sociale et patrimoniale. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'actualité sur ces sujets-là. Nous le faisons évidemment à travers un site internet que vous pouvez retrouver sur amphithéa.com. Nous le faisons également à travers un magazine, Amphithéa Magazine. Nous avons également édité dernièrement un guide pratique que vous aurez la chance de pouvoir avoir à la sortie de cette conférence de presse sur un guide pratique sur le plan d'épargne retraite individuelle, coécrit avec le Cercle de l'épargne et Amphithéa. Sur ce sujet, nous le faisons également en allant à la rencontre de nos adhérents, qui sont des clients d'AG2R La Mondiale en région, lorsque le Covid nous le permet. Donc on va bientôt reprendre des routes avec Philippe. Et puis on a cette chance également de faire depuis maintenant de nombreuses années, comme l'a rappelé à l'instant Philippe, cette enquête sur les Français, l'épargne et la retraite, en compagnie donc, du Cercle de l'épargne, d'AG2R La Mondiale et également avec Jérôme Jaffray et le CECOP. C'est un vrai plaisir de travailler avec toi, Jérôme, pour cette enquête annuelle. Voilà. Quelques mots juste pour présenter Amphithéa. Je te remercie. Merci Yvan pour cette présentation rapide, synthétique. Et donc maintenant, je vais donner la parole à André, qui a honoré de sa présence depuis 2015 toutes ces présentations, et qui, pour celle de 2022, c'est la dernière en tant que directeur général d'AG2R La Mondiale. Mais André, tu seras toujours le bienvenu, évidemment, après. Merci beaucoup, cher Philippe, merci beaucoup, cher Yvan, de votre accueil. Et bien, mesdames, messieurs, chers amis journalistes, bonjour à toutes et à tous. Effectivement,
le moins qu'on puisse dire, très très heureux de vous retrouver et de vous accueillir. Au fond, je fais le propos introductif au Café des Éditeurs. Je réalise que c'est déjà depuis 2015 que nous nous retrouvons ici pour cette enquête annuelle Les Français d'épargne et de la retraite menée par le Cercle, en partenariat avec AG2R, la Mondiale et Amphithéa. J'ai plaisir à saluer Jérôme Jaffré. Je reprends à mon compte l'adjectif qu'a utilisé Philippe à l'instant, éminent membre du Cercle de l'Épargne, et vraiment nous te devons beaucoup et à tes travaux. Je viens de dire à Philippe qu'il y a deux cas. Il y a deux cas où son intervention est tout à fait passionnante. Un cas, c'est quand on est en période électorale, évidemment, parce que un grand nombre des sujets, j'y reviendrai, sont au cœur du débat, pas seuls, mais beaucoup au cœur du débat. Et puis le deuxième cas, c'est que nous ne sommes pas en période électorale, et ça a été le cas 4 fois sur 5 désormais. Alors effectivement, Philippe vient de l'évoquer, depuis le début de l'année, j'ai coutume de commencer un certain nombre de mes propos par « c'est la dernière fois que ». Effectivement, en tant que directeur général d'AG2R La Mondiale, je fais telle ou telle chose. Nous sortons d'une série de conseils d'administration, ceux des comptes. Eh bien, pratiquement dans chaque conseil, j'ai pu dire, c'est la dernière fois que j'ai participé, plus que participé, comme directeur général du groupe. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir avec vous, c'est la première fois cette fois, mais pas la dernière, Bruno Angle, qui est directeur général délégué depuis le mois de mai dernier et qui au 1er mai prochain sera le directeur général du groupe. Alors je fais pour lui une sollicitation, puisque vous êtes journaliste, il ne sera pas le nouveau directeur général, il sera le directeur général. Je veux dire, ce nouveau m'a poursuivi pendant des mois quand les succédaires d'Henri Peugeot. Il y a un moment, il faut arrêter. Donc autant le dire tout de suite, il ne sera pas nouveau, mais il sera le directeur général. Alors, dixième rendez-vous, 6e qui associe Amphithéa. Amphithéa est sur le podium des associations d'assurés de notre pays. Voilà, regardez, mais c'est une association très très vivante, effectivement, par ses correspondants, monde entier, France entière, métropole et océanique, tout à fait important, un plaisir à échanger et, comme je dis, à améliorer la qualité des produits et services. Alors après année après année, je reviens sur le baromètre, est vraiment un indicateur précieux du comportement des Français et de leurs attentes. Je crois que c'est ça qui est très important, c'est au travers des comportements, année après année, et des questions qui sont posées, on comprend mieux les attentes de nos concitoyens. Et ce décryptage de l'opinion des ménages, des épargnants, c'est sur le devenir du système de retraite, sur l'âge de départ à la retraite, et cette notion tout à fait particulière d'âge légal, qui m'a toujours été un peu mystérieuse. Mon épouse et moi avons exactement le même âge, ça fait 4 ans qu'elle est à la retraite. Je ne sais pas lequel des deux viole la loi, aucun des deux, je crois. Voilà. La propension à épargner est aussi un sujet. Je me rends compte que notre conférence se tient à un moment où nous vivons, si ce n'est pas un choc pétrolier, c'est un choc énergétique, puisque le gaz, beaucoup d'énergie sont dans le débat. Eh bien, j'ai commencé ma carrière au 2e choc pétrolier. Voilà, et donc l'état des Français, l'état de l'épargne est très important, de choc à choc, etc. Et j'ai eu la surprise récemment de voir que le taux d'épargne des Français était de 20% après le 2e choc pétrolier. Je ne sais pas si on parlera d'épargne de précaution, je le prends un peu, et on retrouve des mêmes taux d'épargne tout à fait importants aujourd'hui, donc 40 ans après, plus de 40 ans après. Voilà. Propension donc à épargner, la fiscalité de l'épargne, c'est un sujet éternel, l'attractivité des différents placements financiers ou vecteur de placement. L'assurance vie est un vecteur de placement, ce n'est pas proprement parler un placement financier, c'est plus que cela, mais au moins c'est un vecteur d'épargne. Et enfin, évidemment, nous sommes proches de ce que j'appelle le choc du très grand âge, 2025. Le baby-boom, c'était en 1945 et les années qui ont suivi. En 2005, 60 ans après les années qui ont suivi, on a eu le choc du papy-boom sur les caisses de retraite. Eh bien 2025, les mêmes, parce que ceux sont les mêmes, on les connaît, ils sont jamais, on a leur nom, etc. On fait ce que j'appelle le choc du grand papy-boom à partir de 2025, parce qu'ayant plus de 80 ans, ou atteignant 80 ans et plus, ils rentrent dans la période où on court le risque d'être en perte d'autonomie. C'est un phénomène démographique tout à fait essentiel. Avec la question, bien sûr, de la prise en charge d'abord, la prise en charge de concitoyens qui seront dépendants et du financement de cette prise en charge.
Et donc, une fois encore, nous avons d'autant plus de plaisir à échanger avec vous ce matin que l'actualité, vous le voyez, je viens de l'évoquer, en la matière est d'une rare richesse, avec la question du financement, comme je l'indiquais, avec la question aussi du patrimoine et de sa transmission. C'est un des sujets du débat électoral qui est revenu sur les droits de succession. On pourra l'évoquer évidemment, et bien sûr, quand on est dans le débat électoral, c'est un des éléments phares. La protection sociale est toujours un élément clé d'une vision de société portée par les candidats à la présidence de la République. Et bien voilà, chers amis, cher Philippe, je n'en dis pas plus, je vais rendre la parole à Philippe qui fait le monsieur loyal, en vous souhaitant une très très bonne conférence à toutes et à tous, et nous avons hâte à la fin d'entendre vos questions. Merci beaucoup. Merci André. Donc maintenant j'appelle Jérôme à venir me rejoindre. Donc on va présenter, Jérôme va présenter l'enquête en 4 parties, sachant qu'à la fin de chaque partie il y aura des petits rebonds pour animer un petit peu cette présentation, pour la rythmer. À toi de jouer Jérôme. Oui, je peux m'occuper de l'envoi des slides. Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Je vous remercie d'être présent. Je vais essayer de présenter rapidement un certain nombre de résultats qui nous ont paru intéressants de cette enquête donc, du Cercle de l'épargne et d'Amphithéa menée en collaboration avec AG2R La Mondiale. André Renaudin vient de souligner que nous sommes en période électorale. On l'oublie parfois, il faut bien le dire. Et je pense qu'un certain nombre des questions qui sont abordées dans cette enquête pourraient faire l'objet de débats extrêmement forts durant cette période électorale. Alors il reste encore 15 jours avant le premier tour, ne désespérons pas et regardons ensemble parce qu'il y a un certain nombre de résultats sur lesquels les Français n'appuient pas finalement, Philippe, comme tu devais le faire. Si. Je suis là. Tout va bien. Alors, précision, l'enquête, elle a donc été réalisée du 9 au 14 février auprès d'un échantillon de 1007 personnes interrogées sur Internet. Précision, enquête sur la retraite et sur l'épargne, nous interrogeons un échantillon représentatif des Français adultes, qu'ils soient retraités ou actifs, qu'ils épargnent ou qu'ils n'épargnent pas. Et l'intérêt des résultats détaillés, c'est évidemment de pouvoir croiser selon les populations, mais il faut garder présent à l'esprit que c'est donc un échantillon représentatif de la population française. Alors le premier point que nous voulons aborder, si vous voulez, c'est l'épargne vue par les Français. Et ce qui nous a frappé avec Philippe Crevel, le secrétaire général du Cercle de l'épargne et l'un des plus éminents experts de ces questions, c'est une assez bonne perception des risques et de la rentabilité des produits. Les Français ne sont pas ignorants, comme beaucoup ont trop tendance à le penser, des caractéristiques de l'épargne. Alors le premier tableau, vous le voyez, insiste sur les placements et nous avons posé la question de savoir pour chacun des placements s'il était risqué ou pas risqué, s'il était rentable ou pas rentable. Alors la première colonne marque est-ce que le placement est peu risqué, et là nous avons un classement qui met en tête alors les livrets d'épargne et l'assurance vie. L'assurance vie très haut sur ce terrain-là toujours, c'est une de ses caractéristiques. L'immobilier locatif, vous voyez, est juste à la moitié. Il y a une part de risque dans la notion d'immobilier locatif, alors qu'il présente beaucoup d'attrait pour la population par ailleurs. Et les actions et le bitcoin, là, sont au plus bas sur cette dimension du risque. Et à côté, c'est la rentabilité, le jugement sur la rentabilité. Et là, le classement est radicalement différent. Et tout l'arbitrage, évidemment, qui se fait de l'épargnant, c'est la part de risque et la part de rentabilité qu'il doit construire. Là, vous voyez que l'immobilier locatif est très haut. Est-ce qu'il n'est pas trop haut? Je pose la question aux plus éminents spécialistes qui sont ici présents et qui pourraient le commenter plus finement que je ne saurais le faire. Les actions reviennent très très haut, comme vous pouvez le voir. Et le bitcoin fait une véritable percée. Une percée qui interroge, et je dois dire que c'est pour moi l'une des surprises de l'enquête, sur laquelle là aussi il faut regarder ce qu'il en est. Et j'ai procédé, alors ce qui est contraire à tous les principes, à une somme des deux opinions, parce que c'est parlant. La somme des deux opinions, c'est donc pas un pourcentage.
Et si vous reprenez ces chiffres, je vous en supplie, ne nous faites pas écrire que 125% des personnes interrogées estiment que l'immobilier locatif est à la fois rentable et peu risqué. Ce ne serait pas juste comme calcul, mais l'addition nous le met quand même, l'immobilier locatif, en tête du classement, juste devant l'assurance vie. Les livrets d'épargne sont assez hauts grâce à cette dimension du non-risque, et là les actions et le bitcoin, quand on fait l'addition de la rentabilité et du risque, sont nettement plus bas. Ce qui est intéressant, je n'ai pas présenté là le tableau pour ne pas exagérer et allonger abusivement les choses, c'est que quand on regarde en structure d'âge, les actions, c'est au même niveau, quand je fais la somme des deux, quelle que soit la tranche d'âge, et le bitcoin par exemple, là il y a une totale opposition générationnelle, qui est un élément très important des relations nouvelles à l'épargne. Le bitcoin est très haut dans les plus jeunes générations. 81% des 18-24 ans pensent que le bitcoin c'est rentable, et on tombe beaucoup plus bas dans les générations plus avancées. Nous avons donc un résultat là qui interroge sur la place du bitcoin, je vais y revenir. Les motivations de l'épargne, André Renaudin dans son introduction en parlait en distinguant selon les règles classiques l'épargne de précaution, l'épargne de transmission et l'épargne de consommation et d'investissement. C'est évidemment intéressant. L'épargne de précaution vient en tête. Quand on demande les motivations de l'épargne, alors l'épargne de précaution, dans notre sondage, pour être précis, nous en mettions entre parenthèses risque de chômage, problème de santé. Et évidemment, il faut bien reconnaître aussi que les problèmes de santé, avec ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, prennent une place importante. Préparer la retraite, et là, c'est un thème qui est cher aux réflexions des dirigeants d'AG2R La Mondiale, vient en 2e position, comme vous pouvez le voir. L'achat important, aider ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, laisser après ma mort, c'est la transmission de l'héritage, et acheter un logement. Alors, les résultats varient, c'est-à-dire que l'épargne de précaution, par exemple, elle est au sommet chez les commerçants et artisans, parce qu'ils courent un risque professionnel, et que donc ils mettent beaucoup plus haut la notion d'épargne de précaution. Préparer sa retraite, là il y a une logique des sondages qui rassure les spécialistes, qui parfois s'inquiètent. Les 50-64 ans mettent eux au plus haut. Préparer la retraite. Les jeunes, c'est l'épargne de consommation d'investissement, un achat important ou acheter un logement. Acheter un logement pour les jeunes de moins de 30 ans, c'est la première dimension de l'épargne, bien évidemment. Et vous voyez le résultat selon le taux d'épargne annuel. On a demandé aux personnes interrogées à peu près d'évaluer par rapport à leurs revenus ce qu'elles pouvaient épargner au total chaque année. Et vous voyez là aussi, à la fois, l'épargne de précaution est présente chez tous ceux qui peuvent épargner. Préparer la retraite, chez ceux qui épargnent de 10 à 15% de leur revenu annuel, c'est un pourcentage très élevé. Et enfin, acheter un logement, 42% chez ceux qui arrivent à un taux d'épargne supérieur à 15% de leur revenu annuel, ce qui, pour le coup, est tout à fait considérable. André Renaudin soulignait combien, après les chocs pétroliers, le taux d'épargne tend à augmenter, mais là, c'est plus une épargne de précaution qui augmente, tandis que là, nous sommes dans l'épargne d'investissement. On est donc dans ces différentes dimensions. Jérôme, juste un commentaire. Sur l'épargne pour le logement, on peut penser qu'il y a une sous-estimation de l'épargne logement, de la perception que les Français ont d'épargner pour un logement. Car quand on pose la question aux Français, est-ce que le remboursement du capital d'un emprunt immobilier est un acte d'épargne? Pour les Français, non. Mais au niveau statistique, ça l'est. C'est de l'épargne parce que on rembourse un capital. Donc le 13% pour acheter un logement, c'est, à mon avis, sous-estimé. Sous-estimé. Bien, merci de cette précision importante, effectivement, car les données de sondage, il peut y avoir un décalage entre ce que comprennent les interviewés quand ils leur posent une question et la façon dont les spécialistes, eux, ont bâti leur type de classement. C'est toujours un point délicat d'interprétation des données d'opinion qu'il faut effectivement garder présent à l'esprit. Le dernier tableau de cette partie, nous avons fait une comparaison. Alors, on le soulignait en période électorale, on s'est amusé à regarder où nous étions en février 2017, puisque le baromètre
existe depuis la 9e édition annuelle. Nous avons donc un référent assez net. On voit dans ce classement, d'une part, comme vous pouvez le voir, est-ce qu'on juge intéressant de placer son épargne? On a posé la question pour chaque point. Intéressant, pas intéressant. Donc ça n'est pas une addition, c'est chaque point qui est posé. Vous voyez une percée des actions. Et les actions, puisque c'est notre 9e édition comme placement intéressant, sont au plus haut de toute la série. Et également un assez haut niveau du Bitcoin à nouveau, qui n'était pas testé dans nos enquêtes précédentes de 2017 ou de 2020, et l'assurance vie se maintient parfaitement malgré la baisse des rendements. Nous avons donc une situation en fait où l'assurance vie reste un repère absolu pour beaucoup de Français, qu'il faut le dire. Alors là aussi j'insiste sur le Bitcoin et ce point d'interrogation, c'est la structure d'âge. Elle est absolument considérable, cette structure d'âge. Est-ce que le Bitcoin est un placement intéressant? Vous avez 47% des 18-24 ans qui répondent que le Bitcoin est un placement intéressant. Et parmi les plus de 65 ans, 4%. C'est-à-dire là pour le coup. Et la question du coût, qui est posée à tous les spécialistes, c'est est-ce que le Bitcoin a son attrait de rentabilité, la part de risque qui plaît à beaucoup de jeunes. Cette dimension de risque est beaucoup plus facilement acceptée par les jeunes, et le numérique qui fait qu'on rentre dans un autre univers de placement, et est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui du coup fait que on a un changement de rapport et de mentalité, et c'est une question que je laisse aux plus éminents spécialistes et à M. Angle en particulier le soin de répondre. Merci, merci cher Jérôme. Je suis heureux de vous saluer toutes et tous. Remercier André Renaudin pour ses propos introductifs ainsi que ceux de Philippe Clavel et de François Larzuc. Je voudrais réagir sur cette première partie de la présentation, mais avant je voudrais vous dire que je suis doublement heureux d'être ici. D'abord parce que, comme l'a dit André, c'est la première fois que je participe à la présentation de cette étude du cercle de l'épargne et d'Amphithéa, mais aussi parce qu'il y a exactement 35 ans, j'étais en colocation quand j'étais étudiant dans un immeuble qu'on voit d'ici, qui est le 2 rue Monsieur le Prince, et donc j'ai toujours une émotion particulière quand je reviens ici. Alors pour revenir à notre sujet, il y a 6 points que je voudrais souligner sur cette première partie de la présentation. Le premier point, c'est le niveau d'épargne des Français dans cette phase du Covid. On a quand même atteint sur les années 2020 et 2021 300 milliards d'euros d'épargne, 114 milliards d'euros en 2020, 190 milliards d'euros en 2021, et donc c'est vraiment des niveaux très supérieurs à ce qu'on observe traditionnellement. Si on regarde un autre indicateur qui est le taux d'épargne des ménages, ce taux d'épargne des ménages s'est levé à 17,5% du revenu disponible, dont 6,5% au titre de la seule épargne financière à la fin du 3e trimestre 2021. Et c'est donc un niveau qui est supérieur au niveau d'avant-crise, puisque historiquement on était plutôt à 15%. 17,5% par rapport à 15%, sachant qu'on avait atteint un record historique pendant le premier confinement, période durant laquelle le taux d'épargne était monté à 28,1%. Troisième point, l'étude montre quelque chose qu'on savait déjà, mais c'est une confirmation forte, c'est que les Français sont des épargnants dans l'âme. Ils ont un rapport fort à l'épargne. Quatrième point que Jérôme Jaffray a évoqué, qui je crois est tout à fait juste et qui n'était peut-être pas, lui, aussi intuitif que ça, c'est le fait que les Français sont au fond assez matures dans leur lecture des différentes classes d'actifs. Ils ont bien intégré ce qu'est le couple risque-rendement, et donc ils savent lire les attraits de certaines classes d'actifs qui sont plus sûres, et évidemment avec une perspective de rendement moindre, et d'autres classes d'actifs qui offrent des perspectives de rendement supérieures, mais avec un niveau de risque plus élevé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend, je dirais, en première année d'études d'économie, quelle qu'elle soit. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur un échantillon très large, et que cette perception de ce qu'est au fond le couple risque-rendement, elle est largement intégrée par nos concitoyens.
Le cinquième point, c'est les cryptoactifs, en particulier le Bitcoin. Ça, c'est vraiment, je trouve, un enseignement tout à fait fort de cette enquête. Et c'est vrai qu'on a une forme de fracture générationnelle qui a été bien illustrée par Jérôme Jaffray avec les chiffres qu'il vous a présentés. Et c'est vrai que cette dimension de désinhibition par rapport au risque sur un actif qui est numérique, c'est probablement quelque chose qu'il nous faudra creuser davantage pour en mesurer toutes les conséquences, mais on voit bien qu'on a effectivement d'un côté des gens un peu plus âgés qui, eux, ont une vraie prudence par rapport à ces actifs, et des jeunes qui, au fond, ils vont allègrement, tout en étant conscients des risques qui sont associés. Et puis le dernier point, c'est que il ne vous surprendra pas que l'enquête confirme à nouveau que, au-delà de l'immobilier dont on sait que c'est une passion française, il y a un actif qui est l'assurance vie, qui reste un actif extrêmement attractif pour les Français, parce qu'au fond, il répond toujours aux attentes des ménages, que ce soit en termes de sécurité, avec le Fonds général en euros, que ce soit le rendement pour ceux qui choisissent d'aller davantage sur les unités de compte, et toujours, en tout cas, pour la transmission, dont on sait qu'elle reste une préoccupation importante de nos concitoyens. Voilà les points sur lesquels je voulais rebondir sur cette première partie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Le deuxième point, je vais avancer assez vite pour qu'on ait le temps de discuter après, l'attitude face à l'héritage et aux donations. Là, nous rentrons dans un sujet qui est un peu d'actualité plus immédiate dans les débats que nous avons. Alors, la question de l'héritage, nous avons posé une question du rapport à l'héritage avec plusieurs propositions qui sont dans le débat public. Limiter l'héritage à 12 millions d'euros par héritier direct. Boum. Maintenir l'exonération actuelle jusqu'à 100 000 euros par héritier direct. Monter l'exonération jusqu'à 200 000 euros. Et supprimer totalement les droits de succession, proposition qui n'est pas dans le débat public, mais qui rallie les faveurs, comme vous pouvez le voir, de façon tout à fait impressionnante. Je dois dire, pour moi, c'est un des enseignements majeurs de l'enquête. Et la stupéfaction que l'on a, c'est que ceux qui n'ont pas de patrimoine, on a demandé d'évaluer le montant de son patrimoine, ceux qui n'ont pas de patrimoine sont les plus chauds partisans de la suppression totale des droits de succession. C'est absolument impressionnant, et au fond, on se dit que c'est la mort et le désir de transmission qui effacent les demandes de redistribution et d'égalité. Voilà, c'est l'impôt sur l'héritage, l'impôt sur la mort, est encore plus intolérable à ceux qui ne peuvent pas transmettre. Parce que, on sait, je parle sous le contrôle de Philippe Crevel, on sait que la majorité de ceux qui héritent en réalité ne paient pas de droits de succession. À peu près la moitié ne paie aucun droit, sachant que l'héritage montant moyen se situe autour de 100 000 euros, donc au niveau de l'abattement. Voilà, donc, et alors nous avons ceux qui ont le patrimoine élevé, acceptent en fait un impôt. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, le patrimoine élevé, alors il serait assez content que ce soit poussé jusqu'à 200 000 euros. Proposition d'un des candidats, et pas n'importe lequel d'ailleurs, soit dit en passant, mais vous voyez cette différence. Et on retrouve bien cette idée que parmi, par exemple, ceux qui ont bénéficié d'un héritage important, le tri n'est pas sur ce tableau, mais j'ai également cet élément dans l'enquête, ceux qui ont déclaré bénéficier d'un héritage important acceptent. Ils ne sont que 26% à souhaiter la suppression totale des droits de succession. Ils acceptent l'idée qu'il faut payer quelque chose. En revanche, ceux qui pensent laisser un héritage important sont moins chauds pour qu'il y ait des droits de succession. Et ceux qui n'ont aucun espoir ni d'hériter, ni de laisser un héritage important, eux sont à fond pour dire on supprime totalement les droits de succession. Ce qui veut dire quand même un décalage énorme par rapport à la proposition de limiter l'héritage direct à 12 millions d'euros par héritier. Il n'est d'ailleurs pas précisé quand il s'agit d'une entreprise si ça revient à nationaliser l'entreprise pour ne pas la laisser aux héritiers. Je suis surpris que ça n'ait pas fait l'ombre d'un débat et d'une discussion avec le candidat qui propose ça, parce que est-ce que ça revient à une nationalisation à la mort
de chaque entreprise, qui évidemment serait d'un montant supérieur à 12 millions d'euros par héritier. Donc, c'est le candidat qui je ne cite pas le nom du candidat, que chacun... Oui, mais je suis surpris que ça n'ait pas fait davantage l'objet d'un débat. La donation, nous rentrons dans un système différent, et c'est très intéressant. Nous avons la proposition d'assouplir les donations sans impôt tous les 6 ans jusqu'à 150 000 euros, proposition d'une candidate. Maintenir le système actuel, tous les 15 ans jusqu'à 100 000 euros par enfant, ou pas petit enfant, je pense que ça joue que sur les enfants, et augmenter le taux d'impôt sur les donations. D'abord, augmenter le taux d'impôt, ça, par principe, je n'ai rarement vu dans un sondage beaucoup de gens nous dire ouais, il faut augmenter le taux d'impôt, quel que soit le sujet, quasiment. Donc ça ne fait pas partie de la vision que les Français ont. En revanche, vous pouvez voir que l'idée d'assouplir les donations, c'est là, plus le patrimoine est élevé là, plus on est partisan d'assouplir les donations. C'est-à-dire que ce n'est pas le même mécanisme que l'héritage. Il n'y a pas la mort entre les deux. Et à partir du moment où il n'y a pas la mort entre les deux, la transmission du vivant rentre davantage dans le champ d'une vision des inégalités qu'on conteste. Alors que beaucoup de spécialistes disent que ce serait une bien meilleure façon, puisque maintenant on hérite de plus en plus tard, ce serait une bien meilleure façon de faire circuler l'argent entre les générations. Spontanément, c'est, comme vous pouvez le voir, beaucoup moins vrai. Et finalement, quels que soient les électorats, je dirais, l'idée de renforcer l'augmentation du taux d'impôt est largement minoritaire, mais assouplir est davantage contesté. Je laisse la parole à André Renaudin sur ce point pour nous livrer ses commentaires. Merci beaucoup Jérôme. Je vais rebondir sur le dernier point de l'âge à l'héritage. Statistiquement, je sais bien qu'il y a toujours des gens qui décèdent prématurément, jeunes, par accident, par maladie, mais statistiquement, l'héritage devient une question de retraité. C'est le 4e âge qui fait hériter le 3e âge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça a une conséquence très très simple, c'est que le niveau de vie des retraités est supérieur au niveau de vie de la population en général. C'est relativement peu su. Ça a été écrit au début de la pandémie, je me souviens d'un grand article. Ça doit être à 105%. Le niveau de vie des retraités doit être de 105% du niveau de vie de la population en général. C'est énorme. C'est énorme. Imaginez, à la création d'un système de retraite, on aurait dit l'objectif du système de retraite que nous mettons en place, c'est d'atteindre que les retraités aient un niveau de vie de 105% des actifs. Tout le monde trouvait ça saugrenu. Mettre la barre à 90, c'était déjà un très bel objectif, en 45 aux ordonnances de la sécurité sociale. Comme que personne n'imaginait d'ailleurs 90, voilà, et on est à 105. Alors je dis bien niveau de vie, parce que les retraités à la télévision ont toujours leur feuille de pension de retraite. Je ne parle pas de revenus de retraite, je parle de niveau de vie, parce que les revenus de retraite ont aussi les revenus du patrimoine, des placements, immobiliers ou mobiliers, peu importe. Et donc c'est ça le gros sujet. Alors quand on pense qu'avoir un niveau de vie des retraités supérieur à celui de la population et que les retraités payent moins de CSG que les actifs, m'a toujours paru un contresens démographique. C'est une banalité de le dire, j'ai plaisir à le dire devant cette salle. Ce sont les jeunes qui sont notre avenir. Je veux dire, faire toute la machine économique, je veux dire, du temps de Napoléon, quand il a inventé le code Napoléon, je veux dire, c'est que quelqu'un de 50 ans faisait hériter son gamin de 25 ans qui épousait une fille de 20 et puis le cycle économique repartait. On héritait des chocs, de la ferme, du commerce, etc. Là maintenant, je veux dire, l'héritage se fait pour des retraités. Les retraités n'investissent plus dans la vie économique. Ils investissent dans une vie de rentier, tout simplement. Et donc il y a un grippage de la vie économique. Alors, on se demande toujours comment la relancer en se disant, par les donations aux petits-enfants, on pourra peut-être faire quelque chose. Mais ma conclusion, et j'arrêterai là, ma conclusion est simple. Pour ne pas trop se poser la question de savoir comment donner, on pourrait commencer par ne pas prendre. Je veux dire, la logique voudrait que les jeunes qui se lancent dans la vie active, qui ont financé leur appartement, qui empruntent lourdement pour financer le logement, je veux dire, qui ont des jeunes à élever, etc., payent un taux de CSG moindre que les retraités qui ont payé leur maison, je peux vous le dire, depuis très longtemps.
je veux dire, qui n'achètent plus des couches-culottes depuis très longtemps pour les petits, etc., etc. Hein, je veux dire, c'est l'inverse qui devrait se faire. Hein, je veux dire, c'est l'inverse, c'est les retraités qui devraient avoir un taux de CSG élevé et les jeunes un taux de CSG. Et à ce moment-là, je veux dire, le patrimoine des retraités serait moins, et donc on aurait moins à se poser les questions comment taxer les successions, puisqu'il y en a moins. Voilà, j'arrête là pour les principes. Vous voyez que derrière tout ce que je dis se pose la question du financement de la perte d'autonomie. Qui doit financer la perte d'autonomie? Hein, je veux dire, est-ce que ce sont encore les jeunes qu'il faut ponctionner pour payer le grand âge, ou alors est-ce que c'est le troisième âge intermédiaire qui doit s'occuper de ses parents, tout simplement? Voilà, mais c'est peut-être un sujet suivant. André, vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle? Non, je ne suis pas. Parce que pour les candidat, 17 millions de retraités, même pas municipal. Ben oui. Là, je termine par une boutade. Hein. Je veux dire, si les accords retraite étaient signés par des gens de votre âge, ils seraient différents. Merci. Merci à André Renaudin, il nous fait réfléchir sur tous ces points. Et précisément, j'aborde maintenant la partie classique de notre enquête sur la préparation de sa retraite. Sa retraite, c'est le point suivant. Avec l'information que 4 salariés sur 10 seraient prêts à travailler jusqu'à 65 ans. Mais regardons d'abord un premier résultat qui est un des classiques de nos enquêtes, qui est: est-ce qu'on estime qu'à sa retraite, la pension qu'on aura permet pour les retraités ou permettra pour les actifs de vivre correctement? Là, et c'est ça qui explique en partie le fossé dont vient de parler André Renaudin, c'est que les gens estiment que leur pension, ils sont très nombreux à estimer que leur pension, en tout cas, ne permettra pas de vivre correctement, ou, voire pour les retraités, mais c'est beaucoup moins important, on va le regarder dans le tableau, permet de vivre correctement. Et du coup, un candidat qui irait en disant « je veux augmenter massivement la CSG sur les retraités et la diminuer sur les jeunes générations qui ont des charges immédiates beaucoup plus lourdes », et se heurterait à un mur d'incompréhension spontanée, je dirais. Et pour la politique, c'est l'un des points les plus difficiles. Quand vous vous heurtez à un mur d'incompréhension spontanée, vous pouvez ramer derrière, le message ne passe pas, on a donc une extraordinaire difficulté. Ce qui est intéressant, puisque c'est notre baromètre, là aussi, la comparaison peut se faire avec où on en était juste avant la présidentielle précédente, février 2017, et maintenant, j'ai mis l'intermédiaire de février 2020, juste avant la crise du Covid. On a une progression. Sa retraite, on estime que la pension sera suffisante. On atteint maintenant un tiers, on dépassait le quart en 2017. Alors, c'est les retraités qui sont intéressants, premièrement, parce que les retraités, il y a eu la grande peur de février 2020. C'est la réforme, vous vous souvenez, la réforme des retraites. Elle ne touchait pas les retraités. C'est ça qui montre bien la psychologie collective sur ce genre de sujet étonnant. Elle a créé une inquiétude chez les retraités. C'est-à-dire que s'attaquant à la retraite dans une réforme des retraites, la deuxième étape, c'est de diminuer les retraites des retraités. L'étape derrière. Et donc vous avez un mécanisme d'opposition à la réforme qui peut exister chez ceux qui ne sont pas touchés par la réforme. Et qui fait que là aussi la construction d'une décision politique touchant à quelque chose d'aussi décisif dans la vie des gens que la retraite, fait que vous pouvez avoir un mur d'hostilité qui se crée. Et donc nous avions la moitié des retraités qui estimaient en 2017 que leur pension est suffisante pour vivre correctement. Là, je ne parle pas, à la différence d'André, de l'ensemble des revenus, mais juste de la pension. Et on est revenu à ce chiffre après cette sorte de grande peur de février 2020. Ce qui explique, soit dit en passant et entre parenthèses, le peut-être pourquoi l'un des candidats, qui par exemple est président sortant, est revenu à des propositions beaucoup plus simples pour ce qu'on fera comme réforme des retraites à l'avenir par rapport à un système qui finit par être totalement anxiogène aux Français. Meilleur taux également chez les non-retraités. Là, il y a une progression un peu régulière et dont je ne sais pas, mais les commentaires des plus hauts dirigeants d'AG2R La Mondiale seront intéressants. Si cette remontée d'optimisme, presque 30% estiment que leur pension sera suffisante et justifiée.
On a chez les non-retraités, évidemment, des écarts selon le niveau de revenu, ça va de soi, mais également important selon le sexe. Parmi les non-retraités, nous avons, par exemple, 34% des hommes estiment que leur pension sera suffisante, 22% seulement des femmes. On reste dans un écart de sexe qui est, chez les non-retraités, je parle, qui reste extrêmement important et qui reste un des problèmes lourds de notre société. Alors, le tableau suivant présente le fait de faire un effort d'épargne pour améliorer, placer de l'argent dans un produit d'épargne pour améliorer sa retraite, étant entendu que ce produit d'épargne n'est pas forcément spécifiquement un produit d'épargne retraite. Des gens qui placent de l'argent dans l'assurance vie, l'un des plus éminents spécialistes du sujet parle de couteau suisse s'agissant de l'assurance vie, je cite Philippe Crevel dans ses œuvres, et elle peut évidemment avoir ce rôle. Nous avons 54% des non-retraités, là je m'intéresse aux non-retraités, 54% des non-retraités qui déclarent placer de l'argent, 30% régulièrement, 24% quand c'est possible. Mais le problème, on le voit, et je dirais même le hiatus social qui existe, c'est le détail par la question précédente. Est-ce qu'on pense que sa pension sera suffisante, plutôt insuffisante, tout à fait insuffisante? Logiquement, c'est ceux dont la pension est jugée qu'elle sera insuffisante qui devraient le plus faire cet effort parmi les non-retraités pour améliorer leur retraite. Or, c'est l'inverse. C'est ceux qui estiment que leur pension sera suffisante qui, au contraire, déclarent le plus souvent épargner régulièrement. Et ça n'est pas qu'un problème de revenus. Parce qu'on pourrait me dire, évidemment, ceux qui ont eu une pension suffisante, ayant des revenus plus élevés, ont par ailleurs des moyens plus importants pour épargner. Donc j'ai fait un croisement dont je vous épargne le détail. J'ai été regarder parmi ceux qui ont un revenu faible, moins de 2000 euros faible, moins de 2000 euros pour le foyer par mois, enfin disons un revenu assez modeste. Eh bien, vous avez ceux à revenu égal, donc ceux qui pensent que leur pension sera suffisante parmi ceux qui ont un revenu faible ou modeste, épargnent régulièrement à 44%, 16% parmi ceux qui pensent que leur pension sera plutôt insuffisante et 3% parmi ceux qui sont insuffisants, tout à fait insuffisants. Donc nous avons un décalage, c'est-à-dire que ça n'est pas lié qu'au niveau de revenu. Et parce que ce serait logique au niveau de revenu, et on se dirait il y a un problème de structure sociale et de structure financière pour les ménages pour pouvoir épargner. Il y a un rapport à l'épargne retraite qui n'est pas le même, mais qui est de nature à accentuer le fossé social qui peut exister, puisqu'à ce moment-là, c'est ceux qui pensent qu'ils seront le plus en difficulté, qui n'épargnent pas suffisamment, en tout cas qui déclarent ne pas épargner, 70% de ceux qui pensent que leur pension sera tout à fait insuffisante parmi les non-retraités déclarent qu'ils n'épargnent pas. Dernier tableau de cette série qui interroge, c'est le fait que 4 sur 10 des non-retraités se déclarent prêts à travailler jusqu'à 65 ans pour avoir une bonne retraite. C'est un pourcentage élevé. Et donc on peut se dire là-dessus, ça ouvre la voie quand même à des évolutions positives. Tous les spécialistes estiment qu'il serait souhaitable que les salariés qui le peuvent, qui sont en situation en tout cas physique de pouvoir le faire, et qui n'ont pas une carrière qui a commencé à 18 ans, puissent aller plus loin. Mais nous avons le détail par catégorie socio-professionnelle est très intéressant. Parce qu'on voit que les catégories, je dirais, les professions indépendantes et les cadres aux professions intellectuelles sont les mieux disposés à travailler plus longtemps. Je dirais là, on est dans un type de travail qui fait aussi que la relation au travail est beaucoup plus positive, est beaucoup plus forte en termes d'autonomie, en termes d'intérêt. Ces facteurs-là comptent. Si vous avez un travail pénible et qui n'est pas intéressant, c'est évident que votre enthousiasme à continuer de travailler plus longtemps est moins grand. C'est le problème d'ailleurs qu'aborde le président sortant, président candidat, mais qu'il a assez peu traité jusqu'à présent, organiser la fin des carrières pour les salariés. C'est bien gentil de leur demander de travailler jusqu'à 65 ans. Dans quel type de travail et dans quel type de conditions est-ce qu'on peut améliorer les fins de carrière? Je trouve que c'est un débat fondamental et qui pour le moment est un peu traité par-dessus la jambe, si vous permettez cette expression. Par catégorie sociale,
Nous avons un résultat qui n'est pas négligeable chez les employés et les ouvriers, j'ai été surpris. C'est les non-retraités, c'est donc les actifs qui répondent. En revanche, un effondrement dans les classes moyennes. 29% seulement des professions intermédiaires, c'était autrefois les cadres moyens, classe moyenne type, qui dit « je suis prêt à travailler jusqu'à 65 ». Alors là, et je dirais que c'est à creuser, ça nous intéresse tous beaucoup, parce que si nous avons une distance des classes moyennes au travail qui fait qu'elles refusent, alors que c'est le cœur de la réforme, de réforme des retraites, si vous allongez l'âge de travail, vous pouvez avoir des exemptions beaucoup plus nombreuses dans les catégories populaires de travaux physiques lourds commencés tôt, mais il faut que les classes moyennes rentrent dans le jeu, c'est pas seulement destiné aux cadres supérieurs et aux gens et aux indépendants qui, eux, trouvent un intérêt à continuer leur travail fort. 29% seulement des professions intermédiaires. Là, la question, c'est l'hypothèse d'une cassure avec le monde du travail dans les classes moyennes. Or, comme l'ont souligné M. Angle et M. Renaudin dans leurs propos introductifs, le système de protection sociale ne peut marcher que si il y a une mobilisation suffisante des parties prenantes, et d'abord, et je le trouve ici, des classes moyennes. Je laisse M. Angle commenter ces résultats. Merci beaucoup. Alors, je voudrais faire un premier commentaire qui est en fait transversal par rapport aux différentes interventions successives sur les différents thèmes de cette enquête par Jérôme Jaffray. C'est qu'on voit bien à travers sa présentation l'écart qu'il peut y avoir sur un certain nombre de sujets entre les faits et les opinions. Et ça, je pense, c'est un sujet qui, en pleine campagne présidentielle, doit nous faire réfléchir, parce qu'on voit bien que, au-delà de cet écart factuel, observable, on voit bien la difficulté de ceux des candidats qui argumentent leurs propositions sur des faits à se faire entendre. Et qu'au fond, un certain nombre de candidats qui font des propositions basées sur absolument aucun fait, mais caressant l'opinion au sens du poil, ont souvent une audience et une audibilité très supérieure. Ça, je pense, c'est un vrai thème de réflexion qu'on va évidemment continuer à voir dans les 15 jours jusqu'au premier tour et dans les 15 jours suivants jusqu'au second. Pour revenir au sujet de la retraite, André a parlé effectivement de l'écart, là, puisqu'on parle de fait, qui est que le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs, ça c'est un fait. Deuxième point, c'est évidemment qu'il faut distinguer, comme l'a fait André, la question du niveau de vie des retraités de celle du pouvoir d'achat des pensions, qui sont deux sujets différents. Et là aussi, c'est vrai qu'on a besoin de rentrer dans les faits avec un tout petit peu de finesse pour faire passer cette idée-là. Mais c'est important de le faire parce que sinon on peut arriver à des décisions et des politiques qui sont complètement à l'encontre des objectifs poursuivis. Un point important, me semble-t-il, sur la réforme des retraites, c'est l'inquiétude diffuse de se dire est-ce que c'est la dernière ? Est-ce que c'est la der des der ? Est-ce que cette réforme des retraites, quelle qu'elle soit au fond, va nous régler le problème des retraites pour une idée suffisante ? Ou est-ce que c'est une énième réforme des retraites ? Évidemment, si on est dans la perception que c'est une énième réforme des retraites et pas la dernière, ça peut contribuer à alimenter le niveau d'anxiété. Pour autant, on voit bien à travers notamment les derniers chiffres qui ont été présentés par Jérôme Jaffray, le fait que les Français sont sans doute plus matures que ce à quoi on devait s'attendre sur l'acceptation d'abord de la nécessité d'une réforme des retraites, c'est le premier point, et le second point, c'est que même si majoritairement ils ne souhaitent pas voir l'âge légal bouger, il y a quand même 40% qui sont prêts à accepter cette évolution de l'âge légal, ce qui est une proportion qui n'est pas négligeable sur un sujet aussi sensible. Le dernier commentaire que je ferai sur ce volet des retraites, c'est que on voit bien que ce sujet est particulièrement sensible dans l'opinion, puisque le président de la République, candidat, a fait une conférence de presse qui a duré 4h30 pour présenter son programme, et que les gens ont retenu une idée, qui est celle de la retraite à 65 ans. Cette proposition écrase tout le paysage en tout cas tout le paysage autour du programme du président candidat, ce qui montre bien l'importance de ce sujet dans l'opinion, et qu'au fond, on a assez peu souligné
en tout cas jusqu'à présent, il reste 15 jours jusqu'au premier tour et un mois jusqu'au second, le fait que cette proposition était quand même une évolution significative par rapport à celle qui prévalait avant le Covid, puisqu'on est passé d'une réforme systémique à une réforme paramétrique, avec le passage de l'âge légal de 62 à 65 ans dans la proposition du président candidat. Voilà les remarques que je voulais faire sur cette troisième partie de l'enquête. Alors le dernier élément que nous voulions vous présenter comme résultat, et nous allons en fait pouvoir donner nos conclusions et surtout discuter avec vous si vous voulez bien, c'est la question d'abord du système de retraite et du financement de la dépendance qu'évoquait par André Renaudin dans son introduction et sur lequel les résultats sont extrêmement intéressants. Nous avons d'abord un résultat, vous voyez, on a posé la question de savoir si on voulait un régime unique pour tous, salariés, fonctionnaires et indépendants, un système organisé autour de ces trois secteurs avec disparition des régimes spéciaux ou le maintien du statu quo. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que l'idée de réforme globale reste forte. Nous savons d'expérience, depuis la période de fin 2019, début 2020, que c'est en réalité extrêmement difficile à mettre en place. Mais, et derrière, dans nos enquêtes précédentes faites avec le Cercle de l'épargne et Amphithéa, nous avions montré qu'il y a une inquiétude sur la pérennité du système de retraite, qui est forte dans la population, et qui fait du coup que l'idée du statu quo est une idée assez peu populaire. Le maintien du système actuel pur et simple, c'est seulement 20% des réponses. Alors là, on a mis du coup, allons-y franchement, puisque nous abordons la dernière étape de l'enquête, on a carrément mis le trait par les intentions de vote. C'est minoritaire, quel que soit l'électorat. L'idée de maintenir tel que le système actuel. Il faut le changer, le système. La question, c'est où on place le curseur du changement. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, il y a la défense des intérêts existants et la nécessité d'aller vers un système qui paraisse garantisse la pérennité, qui soit plus simple, plus égal, plus lisible. Je rappelle la popularité de la proposition. 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous, qui était la formule du candidat élu en 2017 et qui était vraiment, M. Angle soulignait qu'on avait retenu très très peu de choses de sa conférence de presse, en fait un point, effectivement. En 2017, c'était un élan beaucoup plus fort sur ce qu'on retenait, et pas seulement la suppression de la taxe d'habitation. C'était quelque chose comme 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous, était considéré comme extrêmement porteur et positif. Là, nous avons, sur ce problème d'organisation, un écart, une différence de génération aussi, intéressante dans les résultats de l'enquête, quand je les analyse par âge. Les moins de 40 ans, en gros, seraient assez partisans d'un système à 3 secteurs, et les électeurs de gauche, comme vous pouvez le voir, ils sont partisans, car malgré tout, il y a l'idée que c'est un système qui protégera mieux un certain nombre de droits acquis. On peut penser en particulier aux fonctionnaires, par rapport à ce schéma. Et en revanche, les générations un peu plus âgées et les électorats qui se situent à la droite d'Emmanuel Macron sont très partisans d'un régime unique. Et le point intéressant qu'on retrouve beaucoup dans l'enquête, c'est une division de l'électorat Emmanuel Macron. Parce que sa position centrale sur l'échiquier, qui donne en partie sa force électorale, fait qu'il rassemble des attentes différentes dans son électorat, qui rendent les choses... Du coup, quand le président, s'il est réélu, met en œuvre des réformes, il a beaucoup plus de mal, je dirais, à unifier sur les propositions qu'il fait, puisque, par exemple, vous avez 42% de ses propres électeurs qui sont pour le régime unique, 38% pour un système organisé. C'est l'électorat qui est le plus divisé de tous les électorats entre ces deux propositions telles que vous pouvez les voir. C'est donc, en tout cas, ce que je veux retenir de ce tableau, c'est qu'il y a une attente plus forte que le seul relèvement à 65 ans, qui n'est pas une attente, soit dit en passant, mais enfin, compréhensible, c'est parfaitement compréhensible de dire, bon, ce qui a été un peu surprenant, je trouve, dans la conférence de presse aussi, c'est qu'on n'a pas, le président candidat n'a pas beaucoup présenté ça comme, en fait, une réforme par étapes.
sur 10 ans. Beaucoup de gens qui écoutaient l'information pouvaient retenir l'impression que c'était le demain, j'ai 61 ans, je dois partir à la retraite dans l'année qui vient, ah ben non, il faut que je travaille 4 ans de plus. En fait, ça ne se présente pas comme ça. C'est par étapes, et probablement, on estime que les classes d'âge les plus proches de l'âge de la retraite, ça ne s'appliquera pas immédiatement à elles, puisqu'elles se sont organisées en pensant qu'elles partaient à la retraite dans l'année qui suit. C'est en général le genre, c'est ce que le président appelle sans doute la négociation et la concertation. Sauf que si vous n'expliquez pas les choses aux électeurs, eux, ils retiennent l'hypothèse la plus dure. C'est comme ça qu'ils interprètent les choses. Dernier tableau de notre présentation, c'est le financement de la dépendance. André Renaudin en a parlé. On a posé la question de savoir s'il devait se faire par les impôts et les cotisations sociales ou par une assurance dépendance obligatoire à prendre au moment du passage à la retraite. Alors là, la gestion étatique continue, je dirais, d'avoir de beaux jours devant elle. C'est à partir du moment où vous êtes dans le système des impôts et des cotisations, la charge est répartie sur tout le monde, y compris les jeunes, chers au cœur d'André, comme il vient de nous l'expliquer. Et on voit d'ailleurs que, évidemment, plus le revenu, alors je regarde la réponse des retraités, plus le revenu est élevé, plus on pourrait accepter l'assurance dépendance. En revanche, plus le revenu est modeste, plus on souhaite que ce soit les impôts et les cotisations, puisqu'à ce moment-là, ça transfère sur l'ensemble de la collectivité une charge qui serait lourde pour des gens qui viennent de passer à la retraite, qui ont une pension dont ils estiment qu'elle est tout juste suffisante pour vivre correctement, et qu'on viendrait ponctionner pour assurer le risque de la dépendance. On voit l'extraordinaire difficulté aussi, parce qu'il ne serait pas illogique de considérer qu'une assurance dépendance pourrait fonctionner. Mais en plus, si on passe par les cotisations sociales dans ce système, on fait contribuer l'ensemble des actifs, voire des entreprises, au financement de la dépendance, ce qui évidemment paraît un système extraordinairement vertueux. On voit que le débat du financement de la dépendance n'est pas simple, mais l'idée de la gestion étatique reste extrêmement forte. Je passe évidemment la parole à André sur ce point avant la conclusion de M. Bruno Angle. Merci beaucoup Jérôme. Quelques commentaires. Le premier qui est bien esquissé, c'est que je raisonne souvent en moyenne, mais la réalité des gens, c'est pas la moyenne. Et pour les personnes qui n'ont peu de revenus de retraite, qui ont peu de patrimoine, qui ont peu de... Je veux dire, le sujet est du financement par l'impôt. Aujourd'hui, il faut être fier de payer l'impôt. Je l'associe au début de la démocratie. Le consentement du peuple à l'impôt, c'est vraiment le passage à la démocratie. Certains pays comme le nôtre à la République. Voilà. Et donc, il faut être fier de payer des impôts dans un pays comme le nôtre, pour notre défense, pour l'éducation nationale, pour toutes les fonctions régaliennes, et y compris, je veux dire, pour aider, il est souvent convenu d'appeler les plus démunis d'entre nous. Je ne supporterai pas de vivre dans un pays où je suis dans un pavillon et à l'extrémité de ma commune, il y a des bidonvilles, ça peut exister. Donc c'est une question d'impôt. Pour beaucoup de sujets maintenant, dont l'assurance obligatoire, on est dans un mécanisme de contribution sociale. Obligatoire ou pas obligatoire, c'est un autre sujet. Voilà, et c'est celui sur lequel je vais dire quelques mots. C'est plutôt une bonne nouvelle, l'idée de voir déjà 43% par une assurance obligatoire au moment de la retraite, parce qu'implicitement, ça veut dire que la prise en charge de la dépendance est financée par la collectivité des retraités. Voilà, et évidemment, voilà, ça c'est à mon avis la très très bonne nouvelle de ce sondage, où le 57% du premier point, je veux dire, impôt, cotisation sociale, montre bien qu'il a financé quelque chose. Mais l'assurance obligatoire au moment de la retraite, c'est vraiment la collectivité des retraités. Le sujet, je ne dirais que deux choses. J'ai toujours été frappé de la chose suivante, ce que j'appelle une mutation cérébrale dans la tête de nos concitoyens au moment de la liquidation de la retraite. Tous ceux, et on les a vus dans les sondages année après année de Jérôme Jaffré, c'est qu'est-ce que vous faites pour préparer votre retraite? Alors, évidemment, on mange 5 fruits par jour, on fait du sport, tout ça c'est très très bien, et j'épargne pour ma retraite. La mutation cérébrale, c'est que pour beaucoup, le jour où ils sont retraités, l'épargne pour la retraite devient du patrimoine pour les enfants. Et pas du tout une consommation
de l'épargne acquise. Quand je dis j'épargne pour ma retraite, c'est-à-dire que comme retraité, je consomme, je transforme cette épargne en consommation, en financement. C'est sur le logement que c'est le plus caractéristique. Je veux dire, le nombre de gens qui sont propriétaires de leur logement et qui, à un moment, doivent aller en EHPAD, vous disent « mais avec mes revenus, je ne peux pas payer l'EHPAD ». Mais la réponse est « mais vendez le logement ». Ah non, c'est pour les enfants. Ah oui, évidemment, si tout ce que j'ai est pour les autres, pour la famille, évidemment, ce qui reste ne suffit pas. Mais la logique, c'est bien de transformer son épargne, quand on a du grand âge, en financement du grand âge. Voilà, ça c'est à titre individuel, mais collectivement, on retire l'idée qu'actifs, nous cotisons pour notre retraite, et retraités, nous prenons en charge le risque de dépendance. Nous le prenons en charge, la collectivité. Et alors, ce que je traduis au singulier par actif, je cotise pour ma retraite, qui est obligatoire, et retraité, c'est plutôt je me prépare au risque de dépendance. Je suis frappé de ça. Le nombre de gens qui me se posent la question mais que vais-je faire qu'au moment où ils deviennent dépendants. Je veux dire, c'est pas à 80 ans quand on tombe dans l'escalier et qu'on ne peut plus rester chez soi qu'il faut se poser la question de que faire. Il faut y avoir pensé avant, avoir préparé, s'y être préparé, savoir ce qu'on fera. Et c'est vraiment des choix individuels. Est-ce que mes enfants habitent à proximité ou pas? Est-ce que je suis marié et que mon conjoint peut m'aider, au moins me relever ou pas? Est-ce que je suis en habitat isolé dans un pavillon d'une vallée de montagne, ou est-ce que j'habite en ville, où les voisins de palier peuvent aider, etc. Ce sont des situations très très différentes. Si on ne se prépare pas suffisamment tôt, le moment où le besoin se fait sentir, l'accident survient, je veux dire, c'est souvent trop tard. On ne peut pas commencer à chercher une place dans un EHPAD, une maison médicalisée ou une résidence senior, je veux dire, trop âgée. Il faut s'y être préparé à tout point de vue, familialement, patrimonialement, il faut avoir organisé tout ça. Je dis aussi patrimonialement parce qu'on le voit dans les témoignages dans les journaux, le nombre de familles où sur les enfants, il n'y en a qu'un seul qui veut s'occuper du parent qui est dépendant. Et pourtant l'héritage se fera bien partager entre tous. Il y en a souvent un qui fait. Tout ceci se prépare. C'est un phénomène de société, ce grand âge qui est devant nous, qui est devant nous parce qu'il est massif à l'horizon de 2025. Je voudrais rendre hommage à Brigitte Bourguignon, qui ne peut pas avoir mieux exprimé le sujet en disant « Je lance un plan de recrutement de 350 000 personnes à l'horizon 2025 pour aider les personnes à partir de ce choc démographique, que ce soit à la maison, en résidence senior, en résidence médicalisée ou en EHPAD. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe, apporte les repas, soigne, etc. Donc c'est un phénomène majeur. Et alors tout dernier point, évidemment, on le voit surtout par une assurance obligatoire, ça va bien si elle est pour les flux nouveaux, quand on fait cotiser le jeune retraité dès le début. C'est comme ça qu'on monte un système de mutualisation. La mutualisation ne fonctionne que si on mutualise sur le plus grand nombre. Évidemment, ça pose la question de ceux qui ont déjà 83 ans, 84 ans, et c'est pas leur cotisation d'assurance pour 1 an, 2 ans, 3 ans qui réglera le problème. Évidemment, donc il y a toujours cette acceptation de l'ensemble du sujet, mais enfin, si on ne commence pas, on ne risque pas d'aboutir. Voilà. C'est Philippe qui prend la main. Ah, c'est bon. La conclusion, oui, par Bruno Roulin. Je vais faire une conclusion extrêmement rapide pour permettre le jeu de questions-réponses ensuite avec l'ensemble des intervenants. Je vais simplement souligner pour ma première participation, et comme André l'a dit, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière, à cette présentation des résultats de cette enquête, la très grande richesse de ce qui a été présenté ce matin, et le fait qu'au fond, on est sur des sujets, que ce soit l'épargne, que ce soit le patrimoine, que ce soit la retraite, que ce soit la dépendance, qui sont à la fois au cœur des préoccupations des Français, qui sont assez significativement présents dans le débat présidentiel, même si le débat présidentiel n'a peut-être pas la même intensité jusqu'à présent que ce qu'on avait pu voir sur les campagnes précédentes, pour différentes raisons, l'Ukraine étant évidemment un facteur important, mais aussi que ces différents thèmes sont tous au cœur des métiers de la G2R La Mondiale, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être associé à cette enquête et à la présentation qui est faite ce matin, et je passe la parole à Philippe pour animer les questions-réponses. Merci Bruno.